deuxième partie. Je vous demande d'applaudir Marc et je vais le présenter rapidement. Bonsoir Marc. Donc Marc est entrepreneur. Alors là aussi je résume parce qu'il a un blog magnifique avec des photos magnifiques. Il va nous faire quelque chose de magnifique. Donc je vais parler très rapidement pour lui laisser bien sûr la parole. Entrepreneur, project leader et conférencier international, expert en innovation et performance en milieu complexe et notamment en milieu industriel. C'est bien parce qu'il y a un vrai lien avec Laurence. Si on parle de la formation, vous êtes passé par l'école centrale Lyon. Enfin, vous n'êtes pas seulement passé, je crois que vous êtes diplômé même. Enfin, tu es diplômé. Ouais. L'université du Maryland, l'EM Lyon Business School, oui, parce qu'on peut être passé dans une université, mais on peut s'y arrêter aussi. Alors, à ton actif, plusieurs records du monde ou des premières en VTT, en snowboard. Pour ceux qui sont allés faire du ski avec lui ce matin, vous voyez de quoi je veux parler. Alors, une petite citation aussi, puis après je te laisse bien sûr la scène. Je n'ai pas été épargnée avec des orientations de vie aux antipodes les unes des autres et des passages particulièrement difficiles, à s'arracher les cheveux. Et en effet, mon credo est d'avoir toujours cherché à affronter chaos et complexité pour atteindre performance et harmonie. Pas de tout repos, mais je tiens le fil de ma vie, l'ultra-performance par l'épanouissement humain. Tu nous emmènes dans ton voyage. À toi, Marc. Merci Florence. Merci. Laurence, ça m'a fait flipper aussi. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. « 21 juillet 1969. J'ai 6 mois dans le ventre de ma mère lorsque je perçois ces vibrations lunaires en direct. Premier pas de l'homme sur la Lune. Enfant, je suis littéralement envahi par mes émotions. Et ces astronautes qui sont partis dans l'espace, sont partis pour 3 raisons. Pour leur nation, pour la science, mais aussi pour explorer l'inconnu et nous ramener une trace émotionnelle incroyable, notre planète, Blue Marble, magnifique, inattendue, pour toute l'humanité. Moi, de mon côté, enfant, je suis littéralement, comme je disais, envahi par mes émotions. Je vis avec ces émotions en permanence, elles remplissent mes journées, mes rêves. Un simple regard me rend joyeux, mais un mot, c'est vrai, peut me blesser à jamais. Et je pleure assez souvent. Alors ces émotions qui me permettent de percevoir ce monde qui m'entoure m'amènent à sentir des choses un peu particulières dans mon quotidien. Comme ce jour-là au large de Marseille, lorsque je pars avec le bateau des parents, j'ai 16 ans, je suis juste avec mon ami François qui me lit du Baudelaire et lui m'amène dans son monde, dans ses émotions, pendant que je dois gérer cette situation critique que l'on voit là. Baudelaire nous dit « Tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». Alors je suis embarqué dans cette forme de performance pure dans laquelle d'un côté je gère la situation et de l'autre côté je suis avec ces émotions-là qui me traversent. Alors je voudrais vous amener dans un voyage, une lecture un peu particulière. On est il y a quelque temps au large de Tarifa, il y a des requins, beaucoup de vent. Et pourtant dans cet environnement-là, dans notre tête, notre perception, c'est que c'est le chaos. Le chaos, 45 nœuds de vent, 80 km/h de vent, une toute petite planche, une voile qui est puissante. Je dois trouver une solution. Mais la nature est bien faite, il y a une voie de sortie. Je perçois le chaos, mais pourtant, j'observe.
Je regarde, j'analyse. Comment est-ce que je vais m'en sortir? J'ai une planche qui flotte, une voile qui peut prendre la puissance du vent. Je peux innover, trouver une solution. En tout cas, déjà, avoir des solutions faisables, quelque chose que je peux tester. C'est difficile, j'ai du mal, mais j'insiste. J'utilise mon innovation, je me fais porter par la voile, je monte sur ce flotteur qui n'a qu'une envie, c'est couler. Je m'accroche au harnais, je commence à bouger. Déjà, ma perception change. J'applique mon innovation, je commence à avancer, je prends confiance. Je suis en train d'influencer mon environnement. Il y a quelques minutes, dans ma tête, c'était le chaos. Il fallait que je trouve une solution, que je sorte de là. Et là, je commence à prendre confiance. J'avance pas encore très vite, c'est chaotique, c'est difficile, mais j'améliore mon innovation. Je vais être de plus en plus efficace. J'affine les réglages. Je m'adapte. Et je vais commencer à prendre confiance et performer. Il y a une minute, c'était le chaos, et pourtant, là, je suis en train de prendre de la vitesse. Il y a du short break, les vagues viennent casser sur la plage, et pourtant, j'arrive à les voir, à les anticiper. Mais là, je commence à accélérer, je joue avec les éléments. J'étais en situation de chaos. C'est plus du tout la même histoire. Il y a juste quelques minutes d'intervalle. J'ai tellement confiance, mon système, mon organisation, ma confiance en moi est telle que je joue vraiment avec les éléments. Et je suis tranquille, ça passe bien. On est à 80-90 km/h. On a traversé 2 univers dans ma tête. Et avec beaucoup de plaisir à la sortie, en plus. Je vous présente Anton Albo, 25 fois champion du monde. Alors évidemment, quand on regarde ça, on se dit oui, c'est un champion du monde. Non, non. En fait, ça passe comme ça partout dans notre vie, à chacun. Si on refait le film de l'histoire, je voudrais partager cette petite méthode que j'ai développée, qui consiste à dire, voilà, la première étape, je suis dans le chaos, je ne sais pas, je suis perdu dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, le Covid est arrivé, c'est la fin du monde. La première chose à faire, peut-être, c'est surtout de ne pas bouger. Utiliser notre puissance, ce qu'on a là-haut, qui fonctionne très très bien, avec tout ce qu'on a enregistré depuis le premier jour de notre conception. J'observe ce qui se passe. Quand j'observe ce qui se passe, en fait, c'est cette forme d'intégration de mon environnement. Je l'observe, je regarde, et j'ai ce petit eureka perso, le mien, à moi tout seul. Personne n'en entend parler. Qui me dit, la voie, elle est par là-bas. Je ne sais pas vraiment comment je vais y aller, mais je sais que c'est par là-bas. Ça m'amène une forme de confiance dans ce que je suis en train de faire. C'est la première étape. Avoir un petit espoir de quelque chose qui pourrait être positif. La nature est bien faite. Souvenez-vous, la nature est très bien faite. On est, même dans nos entreprises, dans la nature. On est, nous, des êtres humains, pourvus d'émotions, comme on l'a vu. Première étape. Deuxième étape, je suis dans une forme d'innovation. Vous connaissez ça par cœur. Je crée les conditions de l'innovation. Qu'est-ce qui se passe? C'est simple, je mets des gens qui sont capables de disrupter, de croiser des univers différents. Je crée de l'interdisciplinarité, on va en parler tout à l'heure, pour amener à des solutions potentielles. Je choisis des solutions et là, je vais pouvoir commencer à jouer avec mon environnement et ma propre existence. Troisième partie, engage. Vous savez, Star Trek, engage. Qu'est-ce qui se passe? J'influence mon environnement. Je vais commencer à utiliser mes innovations, changer finalement les règles du jeu. Je deviens acteur, moteur. Je prends confiance, j'avance, j'ai des résultats qui s'améliorent et je passe de ce qu'on a entendu tout à l'heure, merci Florence, de cette forme de chaos perçu à une forme de performance et d'harmonie. L'harmonie, elle vient. La nature est harmonieuse. On l'a vu tout à l'heure. Alors, dans mon existence, en fait, je ne pouvais pas devenir astronaute, je ne pouvais pas être pilote de chasse, donc je suis devenu ingénieur. Ça m'a permis de travailler avec tous ces gens-là, travailler dans le monde de l'extrême, mais aussi dans le monde de l'industrie, comme on le voit ici, sur des yachts où il fallait trouver des solutions techniques pour travailler 24/24 sur ces yachts. Également dans l'industrie, là on est en Afrique du Sud, Johannesburg,
énorme chantier, 14 000 personnes qui rentrent et qui sortent chaque jour. On m'appelle là-bas pour trouver des solutions techniques, créer le collectif, faire en sorte que ça avance, que ça ne bloque pas. On est ici avec une petite vue de ce qui se passe là-haut, c'est assez impressionnant. Et puis il y a cet environnement aussi du nucléaire où j'interviens, je travaille dans l'industrie et dans le milieu des sports extrêmes. Et dans le nucléaire, on m'appelle un jour, on me dit voilà, on a un gros problème, on a 5 jours pour trouver une solution technique, ça va nous coûter, on va dire, le chiffre magique de l'nucléaire, c'est 1 jour de retard d'arrêt, c'est 1 million d'euros. Bon, on va dire que ça fait à peu près ça. En tout cas, il y a un gros enjeu technique, économique. En 5 jours, grâce à l'humain, la capacité à travailler tous ensemble, on arrive à trouver une solution, alors qu'on devrait prendre peut-être 2 mois pour faire ça. Mais ce qui s'est passé là est particulier, c'est ça que j'ai retenu de cette expérience. Après 20 heures dans le bâtiment réacteur, on est avec une énergie de toutes ces personnes-là qui ont réussi à sortir cette inextricable situation dans quelque chose de positif. L'humain, la puissance du collectif. Alors dans ce voyage-là, je voudrais vous amener avec cette phrase que vous connaissez tous, mais que j'aime particulièrement, qui nous dit « Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. » À te regarder, à vous regarder, ils s'habitueront. Et compte tenu de votre environnement professionnel, de votre secteur d'activité, vous êtes des vrais moteurs du monde de demain, c'est certain. On l'a entendu tout à l'heure, on est juste peut-être au tout début de ce qui nous attend. Alors dans cette aventure qu'on va passer ensemble, on a 3 choses qu'on va regarder. La première, c'est ce que j'appelle l'impasse de la performance pure. Pour moi, la performance pure amène à un blocage. On va le voir. La deuxième chose qu'on va explorer, c'est cette forme de postulat humain dans lequel on remet l'humain au cœur. Et en fait, on va regarder ensuite Zephyr Project, un projet sur un record du monde de vitesse à la voile que je suis en train de mener en ce moment justement avec Antoine Albo. Alors l'impasse de la performance pure, je voudrais vous la faire traverser avec cette première image. C'est la vision, on veut aller dans un monde de l'extrême dans lequel on descend sur un VTT à très haute vitesse, à plus de 220 km/h, et on a une vision, quelque chose qui nous fait dire que ce qu'on veut atteindre, c'est ceci. En moi. 3, 2, 1, go. C'est notre vision, c'est ce qu'on veut faire. Pour faire ça, en fait, on va aller dans la technique, on va aller inventer un vélo qui va pouvoir nous permettre d'aller encore plus vite, travailler sur l'aérodynamique, on va travailler sur des matériaux, des mesures embarquées, tout un tas de choses qui vont faire que ce vélo va permettre à un bonhomme d'aller à plus de 220 km/h. Ce bonhomme, c'est Eric Baron, qu'on voit là, il est connecté au vélo, ça fait un ensemble, on a un être humain avec une machine, les deux font corps, c'est bourré de capteurs dans tous les sens. Et Eric, en fait, quand on est monté la première fois qu'il est monté sur ce vélo, la première chose qu'il a fait, c'est dire c'est impossible, je ne peux pas faire ça, je suis bloqué, je vois rien, il faut trouver autre chose, il faut couper l'arrière, il faut le reculer. Non, Eric, tu vas devoir t'adapter dans ta façon de descendre. Tu vas devoir toi aussi te réinventer, tu vas devoir bouger. Tout bouge et tu dois bouger avec pour aller aussi vite. Par contre, quand on est dans un projet, parfois, vous connaissez, quand on est manager, c'est difficile. Champ de mine. Tout est en place, tout est prêt. Pourtant, on ne peut pas partir. On est peut-être en train de rater la saison, l'opportunité. Je suis en charge de tout ce projet, tout le management, toute la techno. Et à cet instant-là, on est très seul. Vous connaissez ça. Très seul. Pourtant, on doit avancer quand même. Et on avance parce que c'est le chaos. Mais on sait qu'il se passe quelque chose par là-bas, on l'a vu tout à l'heure. Alors on y va.
Et j'ai 3 clés à partager avec vous, 3 clés d'expérience, je dirais. La première, c'est le fait que, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on demande à une organisation de bouger, celui qui demande à cette organisation de bouger, lui aussi doit bouger. On ne peut pas être dans un système pyramidal dans lequel celui qui est en haut, assis sur son fauteuil, dit aux autres « Allez les gars, on y va, mesdames, messieurs, allez ». Et regardez ce qui se passe. Non, non. Non, le manager, il doit bouger avec tout le monde. Il fait partie du corps du système, à part entière. La deuxième clé que je voudrais partager avec vous, c'est le fait que les plus importants, ce sont ces petits signes. À l'instant où on sent quelque chose, on perçoit quelque chose, on perçoit même parfois simplement une émotion, il faut l'écouter, parce qu'il peut se passer quelque chose. Un moment clé, ça fait les gains ou les pertes de demain. La troisième, c'est le fait de savoir dire non. Quand on est en responsabilité, on est tous en responsabilité même de notre propre existence. Ce n'est pas parce qu'on a le stylo dans la main que tout a été préparé pour contracter qu'on doit le faire. Même s'il y a des télévisions qui attendent, même si c'est le moment. Non, non, non. Parce que l'intuition nous parle, les émotions nous parlent. Si au fond de nous, pas là, ici, il y a quelque chose qui nous dit, même au moment, enfin je ne vais pas dire à l'hôtel, au moment où on va se marier, ça arrive aussi. Hein. Je sais pas, ça arrive à quelqu'un ici? Non. Mais c'est un moment qui est important de savoir dire non. Donc c'est quelque chose qui est important. Alors nous voici au sommet de la montagne. C'est comme ici, c'est très plat, c'est de la neige, c'est de la glace en fait, parce qu'on doit partir le matin très tôt pour que cette descente soit la plus dure possible, pour que Eric sur son vélo surtout ne vienne pas creuser la neige. Donc il y a une décision à prendre à ce moment-là. Il doit être vraiment sur quelque chose d'extrêmement dur. C'est une piste qui doit être absolument du béton. Moins 20 degrés ressenti, on a du vent, on a une fenêtre, mais c'est difficile, c'est très venté. Mais on donne le départ. On a une petite fenêtre de 15 minutes où ça se calme. Dans le Var, pas trop de vent et pour l'instant il est venteux. On amène le vélo en position. Encore à droite, c'est bon. Droite, à droite. Ouais, ok. À ce moment-là, il se passe quelque chose de particulier. On se regarde les yeux dans les yeux, on parle très peu. Eric sait si je suis prêt, si toute l'équipe est prête. Et moi, je sais à travers simplement le regard si lui, il est prêt à partir. S'il est prêt à s'engager, à risquer sa vie à ce moment-là. Est-ce qu'il est là, dans le présent, pleinement, là, avec moi? Et ça passe par le regard. Alors, je voudrais qu'on allume la salle, et je voudrais que vous vous tourniez à côté de votre voisin, et je voudrais que vous aussi, vous regardiez dans les yeux. On va essayer de se regarder dans les yeux. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire comme Eric et moi, on va se regarder dans les yeux. Tournez-vous, allez-y. Tournez-vous. Tournez-vous et on essaie de se regarder les yeux en silence. Non, on se regarde comme ça, comme les deux messieurs là. On se regarde dans les yeux en silence. Allez-y, je ne vois pas les têtes tournées. Non, messieurs. Non, mais longtemps, on reste. Ok, temps mort. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de vous après. Qu'est-ce qui se passe là en fait? Notre corps nous dit mais non, on ne regarde pas quelqu'un dans les yeux. Non. En plus c'est dangereux. Suivant les quartiers, enfin j'habite à Marseille, des endroits où on ne regarde vraiment pas les gens dans les yeux. Ça peut vraiment mal se terminer, je vous le dis. Donc non, on ne regarde pas les gens dans les yeux. Pourtant, quand on croise un bébé dans sa poussette, lui, il vous regarde vraiment dans les yeux. Qui a croisé un bébé et l'a regardé dans les yeux dans une poussette?
Il y en a qui lèvent pas la main. Mais qu'est-ce qui se passe quand il vous regarde dans les yeux? Lui, il n'a pas de moyen de communiquer, il ne peut pas parler, il ne peut pas s'exprimer autrement que par ce qu'il transmet à l'autre. Si vous êtes d'humeur joyeuse, il va peut-être même rire. Si vous êtes triste, sans même le montrer, profondément triste, il va peut-être même pleurer, pas être bien. Et on l'a perdu, ça. On l'a complètement perdu. Notre société nous a appris qu'on ne regarde pas les gens dans les yeux. Non, c'est trop intime. Non, c'est que pour ces gens-là. Ouais. Pas dans notre société, en tout cas. Avec le robot, oui, je crois. Hein? Ça manque un peu de profondeur, mais... On verra tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, on passe à autre chose. On peut renvoyer la vidéo, s'il vous plaît, du début. On part du sommet, la piste est en très mauvais état. Antoine doit rester sur la gauche de la piste jusqu'à 180 km/h, puis bifurquer sur la droite. 222 km/h à battre. Et l'objectif, c'est que lui ne se lève pas la tête. S'il lève la tête, il ne fera pas de record du monde. 3 ans de travail. On amène le vélo en position. On peut monter un peu le son, s'il vous plaît? Monter le général. Voilà. Merci. Départ imminent, on reste prêt. 3, 2, 1, go! Allez, 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 allez! « 223, 30 km/h. 223, 30. Record battu. Et dans ces conditions, c'est... Record battu, oui. C'était en 2015, 223 km/h. Une thérapie aussi, 20 millions de vues sur Internet, à pleurer. Moi qui suis devenu une machine, parce que vous savez, mes émotions, je les ai rangées, fermées à double tour. Et je suis devenu ce leader de projet qui n'y va, de toute façon, quoi qu'il se passe, qui embarque tout le monde. Celui qui montre une fragilité émotionnelle, ça devient compliqué. Et pourtant là, avec la pression, le stress, 1 petit km/h, pas grand-chose, peu de sommeil, je craque complètement. Je bascule et je me pose vraiment des questions. Vraiment des questions. Ce bonhomme-là, vous voyez, il est exténué. Non seulement je suis exténué, mais en plus j'ai embarqué tout le monde avec moi. On est tous exténués. On sort de là avec un record du monde battu de 15 ans et on est frustré. On est profondément frustré. On se pose des questions quand même. Parce que la société d'aujourd'hui, c'est un petit peu ça. Quand on est dans l'action, on ne prend pas le temps de célébrer. Tout se passe presque comme d'habitude. Mais tout est en accéléré. C'est ça. On n'a pas le temps. Pas le temps et en plus on passe tout de suite à l'étape suivante. On n'a même pas le temps d'intégrer émotionnellement ce qu'on a vécu. On sort de là frustré, on en a parlé ce midi même, dans une forme presque dépressive en fait. Tellement c'est violent. Et quand on pousse la performance pure, parfois ça va trop loin, beaucoup trop loin. Le record que j'ai fait en 2000, c'est du haut de gamme, quoi. Même 13 ans après.
Et les personnes qui étaient le long de la piste, qui entendaient le vélo passer, ils avaient tous l'impression que c'était un avion d'action qui passait. C'est tout juste si on y croyait au chrono. 222,222. Le seul problème, c'est quand tu passes la barre des 200, la seule chose que tu as envie de faire quand tu arrives en bas, c'est de remonter et d'aller plus haut. Et en 2002, je n'ai pas réalisé à quel point il avait échappé à la mort. C'est la signature parfaite de la performance pure dans nos entreprises. Eric vient de faire sur ces images 172 km/h sur Terre. C'est un record qui est encore d'actualité. On est en 2002, il y a 20 ans. Personne n'a osé essayer de refaire la même chose. Pourtant, lui, il est fracassé. 10 ans sans monter sur un vélo. Moi, je suis en France, je vois les images. Évidemment, je suis perturbé parce que j'ai contribué à ce vélo. C'est une casse mécanique. Il explose. Il s'écrase dans le sol à 172 km/h. C'est ce qui se passe quand on est dans des projets, des organisations où on pousse les curseurs, on arrive à exploser les gens, c'est du burn-out total, on est mal dans notre vie, on se demande qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce délire en fait. Ça pourrait peut-être bien se passer. Qui sait? Ça en tout cas c'est sûr qu'on ne le veut plus jamais. Et je voudrais qu'on partage ce petit moment ensemble dans lequel je vais vous demander, on ne peut pas trop se lever avec les chaises, on peut se lever avec les chaises ou pas facilement? On peut se mettre debout? Oui, mettons-nous debout alors. Si c'est confortable pour vous. Hein. Mettons-nous debout. On va faire un petit exercice respiratoire, juste pour que vous sentiez quelque chose qu'on a en nous, une puissance qu'on a en nous, c'est notre respiration, c'est 1/3 de nos muscles sont liés à la respiration. Et je voudrais que vous fermiez les yeux, que vous posiez votre main sur votre ventre, on va inspirer par le nez, gonfler notre ventre et souffler. Si on inspire par le nez, si, on peut. On va y arriver. On inspire par le nez et on souffle par la bouche. Tranquillement, mais tout doucement. On est bien ancré dans le sol, légèrement fléchi. On sent la pression du sol dans nos pieds qui remonte. Et on inspire par le nez, on fait gonfler que notre ventre. Nos épaules ne bougent pas, on ne gonfle pas les poumons, que le ventre. Et on souffle par la bouche. Tout doucement, tranquillement. Et vous dites que juste vous observiez ce qui se passe en vous. Écoutez les sons. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. On respire par le ventre, tranquillement. Merci. Asseyez-vous tranquillement. Quand on respire comme ça, en fait, on vient apaiser notre activité cérébrale instantanément. On s'ouvre à ce qui se passe autour de nous, on entend les sons différemment, on est plus posé. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans tous les environnements en fait, qu'on croise. Qu'on soit dans le monde professionnel, en moment de stress, il faut simplement y penser, juste l'avoir en tête. Et à côté de ça, je voudrais justement qu'on aborde peut-être cette nouvelle approche de ce monde de demain. Et si on mettait l'épanouissement des individus comme priorité dans nos organisations? Je ne dis pas qu'on change le système, qu'on fait péter toutes les procédures. Non. On garde tout ce qu'on a. Et on dit, voilà, la priorité, c'est que les personnes s'épanouissent dans mon organisation. Par exemple, si on regarde cette image, ça pourrait être le fait qu'il y ait un leadership alterné entre les uns et les autres en fonction du moment où on est. L'expert du domaine prend le lead, puis l'autre s'efface, et vice-versa. Ou si on était capable de faire baisser les égos, juste qui ne se manifestent pas
en permanence, ou qu'on ne soit pas dans le jugement de l'autre. Un environnement dans lequel en fait on est bien, comme quand on se retrouve avec nos meilleurs amis en fait. Et si on le décidait, si on faisait péter cette croyance de dire non, moi j'ai senti à travers tout ce que j'ai pu faire que c'était extrêmement puissant. Il y a un monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer avec Laurence qui est là, c'est de là qu'on se connaît d'ailleurs, deux messieurs. Sandon Rinpoché, l'ancien Premier ministre du Tibet, et le Dalai Lama. On a passé à peu près une semaine avec ces deux personnes. Et j'ai retenu une chose, on n'a pas échangé là-dessus avec Laurence, mais j'ai retenu une chose, c'est la dimension du jugement de l'autre. Notre capacité à changer notre logiciel et de dire, voilà, quelqu'un m'a même peut-être agressé ou m'a fait que je me sens mal, il m'a blessé. Peut-être que cette personne-là, en fait, quoi qu'elle ait fait, a ses bonnes raisons. Parce que peut-être que lui est aussi en mode survie. Il n'est peut-être pas très bien dans son quotidien, il est mal. Et son action, peut-être, est venue me blesser. Et à partir du moment où, systématiquement, avant de juger l'autre personne, oui, tous les matins, il me regarde. Vous connaissez ça, hein? Ou à la machine à café, systématiquement. Il se passe des choses où on est dans le jugement de l'autre, en fait. Ou dans le métro, ou peu importe. Et si cette personne avait ses bonnes raisons, lui, peut-être qu'il est aussi en mode de survie. Et à partir du moment où on commence à se poser cette question-là, ça change la dimension. Les conflits s'atténuent, on ne rentre pas tout de suite dans le conflit. On est là à essayer de chercher à comprendre qu'est-ce qui peut se passer. Et donc c'est ça que je voudrais explorer aussi, c'est que la puissance du collectif passe par notre relation à l'autre. Et il s'agit juste de le faire, en fait. C'est disponible à chacun de nous. On a ça dans notre ADN. Et avec cette approche-là, dans les équipes, quand on fait travailler un collectif ensemble, ce que j'appelais tribes, il y a la dimension d'équipe, la dimension de reconnexion, comme on l'a fait tout à l'heure, reconnexion à soi, reconnexion aux éléments, reconnexion aux autres. Il y a une troisième dimension qui est la forme d'inspiration, le fait de sentir qu'effectivement c'est possible, on a cette capacité à aller construire des choses, à être bien dans notre environnement. Ensuite, il y a la dimension de comportement, mon comportement impacte l'autre, peut le blesser. Quand on y est attentif ou quand on analyse le comportement des autres, ça change tout dans ma relation. Et enfin, la dernière dimension, c'est réintégrer ses émotions. Et j'ai une petite question d'ailleurs pour vous qui êtes essentiellement dans du monde d'entreprise, partout, dans vos organisations. Qui connaît des procédures dans lesquelles il y a des émotions? Dans lesquelles on écrit émotion, même le mot émotion. Est-ce que vous avez ça, croisé ça dans votre vie professionnelle? Pas en mode associatif, hein, mais dans l'entreprise. Vraiment dans l'entreprise. Sur les comptes rendus d'activité. Oui, mais ce n'est pas une procédure. Ça, c'est un être humain qui fait un compte rendu d'activité. Ah, c'était vachement... Ça. Oui, on parle d'émotion sur les réponses. Oui, exact. C'est un des rares endroits où on l'a. Oui. C'est rare en tout cas. Quand on arrive à construire ce mode de collectif, en fait, on va pouvoir être capable d'adresser n'importe quelle problématique et la traiter quasi instantanément, dans des temps vraiment records. C'est cette dimension de collectif puissant. Alors, quand on a réussi à créer cette relation à l'autre, à vraiment se poser des questions et la mettre en place individuellement, hein, souvenez-vous, hein, Antoine sur sa planche, il est, lui, acteur, influenceur de son environnement. On est tous, chacun, individuellement, acteur de notre environnement, quelle que soit la taille de notre entreprise. Vous savez, vous sentez ça. Mais il y a ce que j'appelle cette forme d'intimité professionnelle. Ce n'est pas le fait d'être pote. On en a parlé un petit peu à midi là, avec Gilles. Non, ce n'est pas d'être pote, c'est l'intimité professionnelle. Je sens que l'autre, aujourd'hui, il n'est pas super bien, je vais être à l'écoute. Je vais m'adapter. Je sais que ça ira mieux demain. Et puis la deuxième dimension, c'est ce jour-là, on est en train de descendre sur la piste, on est en train de refaire la surface, tous on descend en grappe, on est une vingtaine. C'est très dangereux parce que la pente est à 45 degrés, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la piste pour la tentative de record. Et on est tous ensemble en train de descendre, on est concentrés sur nous, notre façon de descendre et de déraper proprement pour surtout pas partir en glisse, mais en même temps, on observe les gens autour de nous pour être sûr que tout le monde soit bien dans le présent et soit pas, par exemple, dans l'euphorie. C'est ce que j'appelle cette forme d'intelligence collective. Quand on arrive à créer ça. On a travaillé là-dessus, et dans cette forme d'ultra-performance, on se retrouve un jour avec l'ultime, dernière tentative de record du monde avec Eric. Nous sommes en 2017.
3, 2, 1, go! On comprend rien à ce qui se passe. 218 km/h. 219. Hier, vous n'avez peut-être pas vu, mais au premier run, il s'est passé des choses. Ça l'a pas fait, hein, on n'était pas vite. Et on sait pourquoi. Et aujourd'hui, on a rectifié le tir, on a fait ce qu'il fallait par rapport à ce qu'on a rencontré comme problématique. Et je vais aller au bout de moi-même. Après, ça le fait pas. Je vais pas refaire demain matin, quoi qu'il arrive de toute façon. Donc, c'est aujourd'hui. Ouais. Donc tranquille. Voilà, là on y est. Là t'es dans la pente, ok? Le vélo bien équilibré. 3, 2, 1, go! Ça va vite, c'est là. Putain, comment il a sauté là. Allez, 227. 227. Pardon 227. Alors c'est plus 4,5 km/h, c'est quasiment le même vélo. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une sorte de travail tous ensemble où on a travaillé sur ce collectif. Tout a été hyper fluide, on a eu plein de problèmes, vous l'avez vu, la piste était défoncée, on ne comprenait pas ce qui se passait, Eric s'est fait bouger dans tous les sens parce qu'il y a eu des variations de température inattendues. Une chose est sûre, c'est qu'en fait, la puissance de l'humain, ce lien, cette connexion forte, comme on me voit là avec Eric, c'est particulier, c'est très puissant. Ça permet de faire des choses qui sont inattendues. Parfois, on dit impossible. Mais une chose est certaine, c'est que ce qui se passe là dans les sports extrêmes, on va dire oui, c'est les sports extrêmes. Eux, ils sont un peu... Mais là, c'est dans les sports extrêmes. Mais là, c'est dans un bâtiment réacteur à 2 h du matin. C'est extrême, mais on est dans l'industrie. C'est décidé, c'est orchestré, c'est mis en œuvre. Quand je me suis occupé de ce projet, de ce chantier, j'y suis allé avec cette conviction, cette dynamique, et on l'a fait humainement parlant. Alors justement, ça nous permet de basculer dans des choses très concrètes. Qu'est-ce qu'on a comme bénéfice à fonctionner comme ça et à mettre ce nouveau postulat? On trouve du sens dans son travail, on est en confiance, on se projette au-delà des limites, on performe, et puis on vit mieux aussi les jeux de pouvoir, parce qu'on a une forme de confiance en soi. Et puis collectivement, il y a d'autres dimensions qu'on retrouve qui sont un niveau élevé de bien-être, l'agilité, savoir concevoir des stratégies disruptives, efficientes. C'est votre problématique de tous les jours avec cette crise. Et puis réussir durablement sa transformation quand on est dans ces modes-là. Mais de toute façon, on est tout le temps en transformation. Et puis devenir des leaders d'influence, que ce soit l'entreprise ou les personnes. Ça, c'est ce qu'on arrive à faire avec cette puissance qu'on réactive en nous. C'est présent, c'est disponible, c'est juste là. Alors maintenant, on va parler de quelque chose qui est du concret, c'est aujourd'hui. Ça, c'était juste hier. Et puis là, c'est aujourd'hui. C'est ce projet Zephyr. Et ce projet Zephyr, en fait, il vient de convictions profondes. Et comme nous dit Mike Horn, quand il est passé à Paris, il disait la chose suivante: je n'établis pas de nouveaux records à battre, je modifie une certitude. On change les certitudes. L'impossible, en fait, il n'existe pas, il est juste là. Et tout est possible, tout est accessible. Donc allons-y. Nous,
On est avec à Antoine Albo dans le monde de la planche à voile, de la glisse à la surface de l'eau. Et on a un objectif, c'est aller battre les bateaux, qui sont des structures mécaniques entières. Nous, on a un bonhomme qui prend l'énergie des éléments et qui va la transmettre à son engin. On va essayer de battre ce type de bateau complètement futuriste, hallucinant, qui utilise une puissance phénoménale. Nous, on cherche la glisse absolue. On cherche à glisser à la surface, juste à la surface de l'eau. Je vous montre ces images, elles sont un petit peu saccadées, mais j'ai voulu les garder parce que je voudrais que vous regardiez qu'est-ce qui se passe entre le moment où je suis au début et que je suis dans l'eau. Vous voyez, cette planche, elle flotte mal, il y a de l'eau partout. Et puis au moment où on commence à avancer, regardez là, ce qui se passe au niveau des lignes d'eau. En haut à droite, on voit le même run dans le timing, mais vu de l'extérieur. En fait, au moment où ça commence à prendre de la vitesse, on a une trajectoire arrondie, Antoine, pour passer le long de la plage. Et en fait, on voit que les lignes d'eau, on les recule petit à petit. Et il se passe à un moment où il n'y a plus que 20 cm qui touchent l'eau. En fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est faire en sorte qu'on ait le minimum de frottement à la surface de l'eau. On le voit un petit peu là. Très peu de surface touche l'eau sur ce type de run. Donc ça, c'est tout notre objectif, c'est de travailler là-dessus. Là, la deuxième dimension dans la planche à voile, c'est le foil. Vous avez vu ça à la télévision depuis pas mal de temps maintenant, depuis 1 an ou 2, on commence vraiment à en parler. C'est cette glisse, mais c'est instable. On voit en haut à droite, Antoine, ça c'est un record du monde, Antoine est en difficulté, on a de l'instabilité. Et ça, c'est rédhibitoire à très haute vitesse, c'est même extrêmement dangereux. On voit, il n'y a pas de traînée derrière, mais il n'y a pas de traînée, mais on est instable. On est d'un côté, on a de la traînée, on est stable, de l'autre côté, on n'a pas de traînée, on est instable. Ça, c'est notre environnement, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Alors là où ça va devenir intéressant dans l'approche, c'est comment est-ce qu'on arrive à aller défier la nature à travers des gens qui vont peut-être amener du savoir-faire. Est-ce qu'on prend des gens qui font de la planche à voile ou est-ce qu'on prend des gens d'ailleurs? En fait, on va aller prendre des gens de partout, sans limite. L'interdisciplinarité poussée au maximum, la créativité poussée au maximum, autour de quelque chose qui a du sens. Le sens qui permet d'engager aujourd'hui une centaine de personnes bénévolement, pour la plupart, de toute la planète, en plein Covid, puisqu'on a lancé ça évidemment en mars 2020, vous connaissez la date, autour du 10, hein. C'était le bon moment pour le faire. On voit ici différents environnements et on va aller explorer ça à travers un petit film qui est passé sur Stade 2. Installé à Manicourt, dans les anciens locaux de l'écurie Prost, on démarre les premiers tests en soufflerie. Contrairement à un bateau qui est une vraie machine avec beaucoup de structures, nous, la structure, c'est le pilote, c'est le planchiste. Donc lui, il a une force limitée et on doit composer avec cette force. Donc c'est comme un oiseau qui est dans la nature. L'objectif, c'est d'être le plus fluide possible et optimiser la force qu'il va avoir, la capacité qu'il a à prendre de la force du vent et la transmettre à son engin. Dans la pièce voisine, le corps d'Antoine Albo est modélisé en 3D. Une étape supplémentaire dans la quête du record. C'est quelque chose qu'il faut faire si tu veux vraiment avancer, parce que à part avoir le feeling qu'on peut avoir nous-mêmes en navigation, on n'a que ça, mais on n'a aucune donnée, aucune mesure. Et là, on va voir tout ça. Tu peux tenir ta position. Là, on se rend compte que partout l'air arrive sur le corps d'Antoine. À l'endroit où on arrive, on n'est pas trop mal. On regarde, si tu regardes là, en fait, on voit que la fumée se sépare bien autour du corps. Et par contre, on voit tous les tourbillons et la recirculation derrière, ce qui veut dire que là, il y a une perte énorme de charge de traînée. On peut gagner beaucoup. Grâce à cette caméra et au capteur installé sur Antoine et son gréement, le pilote est instantanément modélisé sur écran. Avec tous ces calculs-là, nous, on va pouvoir savoir quel type de voile, quel type de planche il va falloir utiliser pour aller très très vite. Et après, il faudra la modéliser et puis la fabriquer. Et après, la tester. Donc moi, je rentrerai en jeu après ça. Avec le projet Zéphyr, un premier prototype doit voir le jour fin 2021. Un premier record devrait être tenté en 2023. Donc voilà l'environnement du projet. En soufflerie, on l'a vu, on joue avec le numérique, on joue avec l'aérodynamique et la digitalisation. On digitalise des scènes comme pour des films d'animation. En fait, ça vient de quelque chose qui est juste un petit signe. Un jour, je reçois un message de quelqu'un qui me parle des les Mignons. Vous savez, les dessins animés Les Mignons, Moi moche et méchant. En fait, c'est lui qui les fait. Il me dit, peut-être qu'on peut faire un truc en animation.
Je lui dis, mais moi, je fais pas du cinéma, on n'est pas là pour faire des dessins animés, hein. Il me dit, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose. Et ça vient de là. Et les aérodynamiciens se sont intéressés à cette dimension scientifique du cinéma. Le cinéma est rentré dans la science pour comprendre ce qui se passe, comment la voile se déforme, qu'est-ce qui se passe exactement. Et c'est des choses qui intéressent même les plus grosses écuries de la Coupe de l'Amérique, qui nous contactent par rapport à ce savoir-faire, qui n'existe pas. On a dû inventer quelque chose, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On est obligé d'inventer des process pour aller faire et atteindre notre propre objectif. Alors ça, c'est de la soufflerie classique, où on va observer des écoulements autour d'Antoine. Là, c'est des projections en fait, pour regarder où sont les points d'arrêt aérodynamiques sur sa combinaison, pour pouvoir lui faire une combinaison aérodynamique, puisqu'on a travaillé sur le gréement, sur le bonhomme, sur le flotteur, sur tous les appendices sous-marins, et tout ça, ça doit fonctionner en harmonie. Par contre, les données embarquées, c'est une clé pour nous. Du big data, Laurence, big data. De l'intelligence artificielle. Oh. Mais vous savez, l'intelligence artificielle faible, pas celle des fantasmes, celle qui est intéressante. Là où on va sentir qu'il se passe des choses que même le pilote le plus chevronné de la planète n'osera pas faire. Il ne va pas oser aller se mettre complètement à l'avant de son flotteur pour gagner 3 nœuds. C'est contre-intuitif. L'intelligence artificielle nous permet d'aller faire ça. Dans toute notre démarche, en fait, on va chercher des informations les plus décorrélées possibles pour pouvoir justement aller les mettre en équation, comprendre ce qui se passe, corréler de la simulation. Donc on a développé des simulateurs de vol comme un avion qui n'existait pas pour comprendre ce qui se passe, du calcul 3D, des sensations du pilote, des mesures embarquées, de la motion capture, pour voir les déformations en temps réel. Et tout ça, on le fait cohabiter pour aller vers un engin qui aujourd'hui est absolument inaccessible, qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Il y a une grande dimension dans notre projet Zéphyr, c'est la transmission. On est dans le timing, c'est bon, vous allez pouvoir souffrir un petit peu. On va remettre de la lumière dans la salle. Donc là, je vous présente Pierre, un jeune espoir, un futur, je pense, grand champion. Il a toutes les qualités pour ça. Il fait partie du projet Zéphyr. Et je vais vous demander de vous tourner sur votre siège physiquement vers la personne qui est à côté de vous. Parce que tout à l'heure, vous avez passé comme ça entre les gouttes, les yeux, ouais, le masque, le machin. Non, 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 non. Je vais vous demander donc de vous tourner vers une personne qui est à côté de vous. Ceux qui sont tout seuls, c'est bien qu'au bout... non, les personnes tout seules, vous allez vous tourner aussi. Il faut que vous regardiez. Je voudrais que tout le monde fasse l'exercice vraiment. Vous allez vivre un truc très particulier. Donc vous allez le regretter, pas de fausses excuses, s'il vous plaît. Faites l'effort. Là, c'est pas facile, t'es un peu coincé, mais... OK ? On va le faire ensemble, d'accord ? Je vais vous demander de vous tourner vers la personne. Je cale le chrono. Je vous demande d'être tourné et d'avoir un contact physique avec la personne. Vous tenir la main. Non, mais on mettra du gel hydroalcoolique, vous inquiétez pas. Les genoux, un contact physique. OK ? Et maintenant, je vais vous demander de regarder, écoutez-moi, je vais vous demander le silence absolu. Je vais vous demander de respirer tranquillement comme on l'a fait tout à l'heure, juste pour être zen, et de regarder l'autre personne dans les yeux en continu, sans pression, sans tension, sans jugement, sans prise de contrôle, juste regarder la personne dans les yeux pendant 3-4 minutes. Et je vais vous demander d'observer ce qui va se passer en vous pendant ces 3-4 minutes. Vous êtes prêts ? Tranquillement. C'est parti. Jouez le jeu et vous allez vivre une expérience unique. C'est parti. En silence, s'il vous plaît, pour le respect de tout le monde, que tout le monde puisse vivre son expérience. C'est parti. Chut.
Merci infiniment. Merci à tous. Je crois qu'on peut s'applaudir, hein, franchement. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile, c'est vraiment très difficile. Il se passe plein de choses en fait. Quand on joue ce jeu-là, en fait, on le fait avec personne. Peut-être nos enfants, notre partenaire de vie. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait avec des personnes, encore moins dans le monde professionnel. Qui l'a déjà fait dans le monde professionnel? Enfin, si, on l'a tous fait en fait. Donc, non, c'est très particulier parce qu'il se passe quelque chose. Vous avez dû sentir qu'il se passe quelque chose dans la relation. Il y a un échange qui, au départ, est comme d'habitude, quoi. Hein. Une sorte de jeu de pouvoir où on est intimidé, on n'est pas bien. Et puis, il y a un moment où ça se calme et où on commence même à ressentir des choses. On peut même... J'ai eu des témoignages de personnes qui me disaient je suis allé dire des choses à l'autre personne et ça l'a bouleversé parce qu'on sent des choses extrêmement profondes. On retrouve ce qu'on a au fond de nous quand on est tout bébé, en fait. On l'a tous eu. Hein. Et c'est très fort. Et à partir du moment où on accepte de faire rentrer cette dimension-là dans notre vie, en fait, y compris professionnelle, enfin, c'est notre vie, ça change beaucoup de choses. Et quand on en a conscience, c'est sur ce chemin-là qu'il se passe beaucoup de choses. Dans cette transmission, du coup, je voudrais vous montrer des images d'enfants, de gosses, comme on vient d'être des gosses là. Regardez le petit Pierre qui teste un proto. Dingue. C'est bon ça quand même. Hein, c'est chouette. Hein. Et là, j'espère qu'on aura... je suis vraiment content d'être avec vous ce soir parce que demain matin, je reprends la route pour aller faire des essais à l'E4 dans le sud de la France. On a du vent qui est là. On va être une vingtaine avec... je crois qu'on a 10 protos différents à tester avec plein de configurations. C'est le premier moment où on va avoir plein de prototypes qui sont mis ensemble. En plus, avec les médias, il y a Canal qui fait un film sur ce qu'on fait. Donc, ça va être juste là demain soir, on est tous comme ça. Enfin, moi, le premier. Donc, dans ce projet Zephyr, en fait, qu'on a lancé il y a un an et demi, il y a un énorme impact médiatique. Ce que je veux montrer par là, ce n'est pas le chiffre qui est impressionnant. On a touché 130 millions de personnes. C'est le fait qu'il y a un an et demi, cet écosystème n'existait pas. Il n'y avait rien. Je suis juste allé voir Antoine, j'ai dit, écoute, moi j'ai un gros délire, je pense qu'il y a un truc qu'on peut faire, est-ce que tu es partant? On était 2 autour d'une table, et c'est comme ça qu'on a dit, mais tu connais qui? Ah ouais, je connais Robert à Hawaï, top niveau mondial. Ah ok, ah ouais, je connais Martin Fisher, ah ouais, designer Ineos, Luna Rossa de la Coupe de l'Amérique. Ah ouais, quand je l'appelle. Tac, 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 tac. 5, 10, 15, on est 90 personnes en ce moment sur ce projet. C'est parti de rien en fait. Chacun dans notre vie, on peut créer quelque chose dans notre organisation qui prend une envergure et qui impacte les autres, quelle que soit la dimension. Canal qui fait un film sur Antoine et sur le projet. Ça, c'est notre calendrier prévisionnel. On pourra en parler de tout ça. Je ne vais pas vous parler de la suite du projet. On est en recherche de sponsors, donc c'est un point clé. On est pile là, tout est prêt. Donc, à bon entendeur, on en parlera. Revenons à notre planète. Je voudrais qu'on partage ce temps-là. Notre planète. C'est bon. Notre planète, notre chère planète. On est tous des influenceurs de notre planète. On bouffe de la data et des data centers de partout comme des malades. Bon, vous êtes un peu concernés par le sujet, c'est vrai. On impacte notre planète. C'est un écosystème mondial monstrueux. Et je voudrais juste qu'on passe 3 minutes à regarder notre planète avec un petit satellite qui est posé entre le Soleil et la Terre, qui prend des photos de la Terre en permanence de la NASA. Et Jean-Pierre Gou, qui avait créé ça, avait créé Blue Turn, qui nous permet d'observer notre planète depuis l'espace. Je voudrais qu'on regarde ça et qu'on pense à notre existence, ce qu'on fait pour la planète, ce qu'on pourrait faire pour notre planète dans notre quotidien. Si on peut monter le son bien. Merci.
Elle est belle, notre planète. Et la vie est éphémère. On est des acteurs de ça. Je voudrais conclure avec ces images de Xavier Cousseau. C'est un champion du monde de descente en monoski, qui nous raconte une petite histoire. Xavier nous dit qu'on est seul sur notre trajectoire. On est vraiment très seul dans notre société, de plus en plus sur notre trajectoire. Un environnement hostile, on n'a pas le droit de se tromper, il faut être parfait. C'est à haut risque en plus. La nature nous observe, nous regarde, elle, impassible, comme ces montagnes. Mais une chose est certaine qu'on a et qu'on ne nous enlèvera jamais, c'est qu'on n'est pas seul, certainement pas seul. Dans notre vie, on a du monde autour de nous qui peut nous aider, nous écouter, nous supporter dans nos projets. Il suffit je dirais presque, de l'accepter, de le mettre en place, d'y aller, d'y croire, de changer nos croyances pour impacter notre environnement et notre futur à chacun. C'était un bon moment passé avec vous. Merci pour votre accueil. C'était extra. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup, Marc. Merci de nous avoir fait rêver aussi. Ce que j'ai apprécié dans les 3 interventions qu'on a eues depuis 2 jours, c'est qu'on s'interroge sur notre avenir, mais on nous donne aussi des pistes, on nous fait réfléchir, on nous propose d'avancer. Et c'est vraiment, je pense que c'est un point commun. Et c'était vraiment très au-delà d'être intéressant, c'est vraiment une réflexion que vous nous avez apportée, que tu nous as apportée, Laurence, et puis Frédéric Bordage hier. Donc encore un grand merci à tous les deux, je le dis, puis à toi là particulièrement merci. Avec ce projet Zéphyr. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. On peut prendre une question, parce qu'ensuite, comme je vous le disais, il faut qu'on évacue. On m'a dit il faut qu'on évacue l'amphi, donc on va essayer de le faire proprement. Alors, juste un commentaire. Embarquer avec nous, c'est dans l'esprit, le mindset, ce que nous a dit Laurence aussi, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Donc, embarquer dans ces aventures-là, avec le cœur. Ouais. Alors non seulement d'habitude la première question est difficile, mais en plus c'est la seule et unique. Alors attention, ouais, ça va être chaud. Oui, mais là aussi, je l'ai dit tout à l'heure, tu restes avec nous pour oui, dîner, donc avec plaisir. On peut profiter. Alors, est-ce qu'il y a une question relativement courte qui sera suivie d'une réponse courte? Allez, au milieu de l'amphi, là, s'il te plaît, Morgane. Juste dans Ah, c'est là, parfait. Donc, par rapport au record et pour Antoine, vu qu'a priori vous avez modélisé son corps et que le record c'est en 2023, comment vous faites pour qu'il ne bouge pas? Alors Antoine, on a remarqué, il a un petit air de Brice de Nice. Hein. Alors Antoine a un air de Brice de Nice, mais c'est un athlète, de haut niveau. Et vous avez vu, par exemple, je prends l'exemple de Teddy Riner qu'on voit plus dans les médias. Teddy prend 25 kilos, il perd 25 kilos. Antoine, c'est pareil, c'est un bloc. Il va être capable d'avoir une variation comme ça musculaire dès qu'il est en phase d'entraînement et de compétition. Il va s'entraîner 2 semaines et il se transforme. Donc le bonhomme, je pense que pendant 2 ans, il est encore, comme il a été toute sa carrière, c'est le même quasiment qu'il y a 10 ans. Donc, mais très bonne question. Très bonne question. Ceci dit, avec tous les outils numériques, on peut faire beaucoup de choses. Et... Oui. Ils sont bien placés pour le savoir. Vous connaissez ça. Et Marc, ça sera l'occasion de se revoir aussi en 2023. On vous réinvitera tous les deux. Avec grand plaisir. Comme ça, vous nous parlerez de l'avancée. Peut-être que le record aura été battu. Ouais, c'est vrai que ça... D'ici là, il va y avoir plusieurs records battus. Il y a peut-être 9 records qui sont planifiés, différents. D'accord. Donc voilà. D'accord. Bon, je te remercie. Merci beaucoup. Merci à tous. On se voit ce soir et au donc, dîner de gala. à Merci tout de suite. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.